Bonjour. Et merci beaucoup parce que certains sont privés de déjeuner ou ont changé le menu du déjeuner, ont pris un déjeuner plus allégé pour être là. Vous savez, les choses comme ça éclaire une journée, pour moi en tout cas, et pour l'invité aussi. Quand je lui ai dit que c'était plein, comme s'il n'y avait pas eu de retard, et voilà, il était heureux. Il faut que vous le sachiez quand les gens sont heureux. Donc nous sommes au deuxième jour de cette manifestation et nous allons rencontrer quelqu'un qui a exercé une vraie influence dans notre pays depuis... Troisième. J'ai cru que vous n'aviez pas entendu, en fait vous avez trop bien entendu. Il y a des moments où des micros devraient être en panne. Troisième journée, pardon, évidemment, de ces rencontres. Et donc nous allons rencontrer quelqu'un qui a joué un grand rôle, parce que c'est un médecin, c'est un savant en médecine, puisqu'il était chercheur pendant des années, il a dirigé l'université Descartes à Paris, et c'est quelqu'un qui a fait partie pendant 12 ans, 92-2004, du comité national d'éthique, comité consultatif national d'éthique, puisque les micros marchent, il ne faut pas se tromper. Et il a écrit des essais et il a publié énormément sur les questions d'éthique et de bactériologie, voilà, sur des sujets scientifiques et de société. Donc, en plus de tout ça, il a, comme vous le savez pour beaucoup d'entre vous, il a traversé la France 2 fois, 2013 et 2014, dans chacun des sens, 4000 km à pied. Et il a écrit 2 livres, un livre à la suite de la première traversée, un second livre qui est sorti il y a quelques mois sur la deuxième traversée. Et donc c'est intéressant de voir comment lui, avec son bagage intellectuel, ses capacités sportives quand même, parce que 4000 km à 70 ans, c'est pas rien, comment il a vu la France, notre pays. Et je crois que ce sera intéressant d'avoir récit de son regard. Voilà, je vais le chercher, merci. Alors oui, un mot quand même. Rien du retard ne nous est dû. Il y a un problème d'avion qui a été en panne. Heureusement, ils sont aperçus de la panne avant le décollage. C'est mieux. Et donc, l'avion est revenu et ils ont dû attendre l'avion suivant. Voilà, avec toutes nos excuses, évidemment, pour ce retard. Merci beaucoup d'être avec nous, Axel Kahn. Il fallait vraiment que j'ai envie d'être avec le public palois et avec toi, mon cher Philippe, parce que pratiquement, j'ai changé d'avion en plein vol. Un scientifique comme vous devrait être plus précis. Pas décollé quand même. Non, mais ce que je sais, c'est que voilà, c'est déjà une longue journée pour vous parce que tout ça a commencé très tôt ce matin. Merci encore et doublement donc d'être avec nous. Vous venez de Paris à l'instant. Je viens de Paris. Et je voulais vous poser la question d'abord, quelle a été votre réaction d'humaniste? Parce que vous avez écrit beaucoup de livres sur ce que c'est qu'un homme, pas simplement biologique, un homme avec des valeurs, des convictions. Donc j'aimerais savoir ce que vous avez pensé de ce qui s'est passé et aussi, parce qu'on lit beaucoup de choses sur, voilà, Paris a été quand même terriblement blessé dans cette affaire et la population aussi. Est-ce qu'on sent quelque chose de profond, de douloureux dans la population parisienne et dans la manière d'être des Parisiens? 2 éléments. Philippe, vous me dites humaniste, je tente de l'être. Et j'ai été concerné comme Parisien, comme Français, comme humain, mais également comme humaniste par ces attentats, car au-delà des circonstances géopolitiques de ces attentats, ils sont menés par les fidèles d'une lecture nihiliste, apocalyptique de cette dérive
mortifère de l'islam qu'est le wahhabisme. Et ce qu'ils combattent, ce qu'ils considèrent comme totalement provocateur, c'est tout ce qui fait la caractéristique de l'humain. C'est la pensée, c'est la liberté, c'est la créativité artistique, c'est l'amour, c'est le bien-être ensemble. Ils en sont arrivés à ne plus aimer dans la vie que le moment où ils vont la quitter pour aspirer. On a connu cela dans le temps, même nous autres, dans la chrétienté, dans l'autre monde. Et de fait, il y a là un véritable défi. Il y a évidemment une analyse à faire sur la manière dont ce courant a pu acquérir une telle force, mais il s'agit véritablement, pour ce que nous sommes, ce que nous vivons, ce que nous voulons être, il s'agit d'un défi considérable et évidemment sans aucune naïveté, il s'agit de le combattre. Paris, les Parisiens, la population parisienne. Paris, en fait, parce que c'est le lieu où se passent souvent les événements. Paris est habitué dans l'histoire à être courageux. Et j'ai écouté naturellement tout cela, je l'ai suivi de près, j'ai envoyé des coups de fil, on m'a envoyé des coups de fil. Dès le lendemain matin, j'étais dans Paris. Certes, il n'y avait pas la foule habituelle, certes dans les grands magasins qui étaient fermés de toute façon le samedi matin. Il n'y avait strictement personne, mais on n'était pas dans une ville terrorisée. Il y avait énormément de gens. Et ce que l'on entendait en règle générale, c'est évidemment épouvantable et terrible, mais ce qu'ils veulent vraiment, c'est nous terroriser. Et ça, ils ne l'auront pas. Ils ne l'auront pas. Est-ce que ça a modifié quelque chose chez vous de la manière dont vous percevez les avenirs possibles pour nous tous, je veux dire? Alors, ça n'a pas vraiment modifié parce que c'est un phénomène que j'étudie depuis assez longtemps et sur lequel je me suis pas mal exprimé sur mon blog en particulier. J'ai analysé réellement ce phénomène. Je m'intéresse beaucoup à la situation géopolitique à l'heure actuelle. Je me suis beaucoup intéressé également à l'histoire de l'islam. J'ai lu il y a quelque temps un livre qu'il faut relire, qui est extraordinaire, qui est le Alamut de Vladimir Bardol, qu'il a écrit en 1939, et qui compte cet affront renversé, parce que là, les Hachichines, ce sont des Ismaéliens chiites. Mais de la même manière, on voit comment ces Hachichines, drogués au hashish, comme semble-t-il aujourd'hui les terroristes sont habituellement drogués, agissent avec d'autant plus de dangerosité, de détermination, que le vieux de la montagne, le chef des Ismaéliens, leur a fait entrevoir par une supercherie ce qu'était le délice du paradis d'Allah. Et donc, il faut absolument relire l'histoire de cet épisode qui date du XIe siècle en Asie centrale. C'est d'une actualité extraordinaire. Alors, vous avez parcouru, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez passé deux avant-étés, on va dire. 61 jours, si j'ai bonne mémoire, c'est ça? 2 fois 72 jours de marche effective. Effective. Voilà. Donc, ça fait un peu plus de 4000 km. Et vous êtes donc dans le sens ouest... D'abord nord-est, sud-ouest. Nord-est, sud-ouest, et ensuite nord-est, voilà. Sud-ouest. La première année, j'ai terminé par là. Voilà, c'est ça. Et la deuxième par année... le Béarn et le Pays Basque. À Menton. Bon, c'est un exploit physique, et c'est aussi, j'imagine, une volonté de votre part de comprendre des choses dont vous estimiez qu'il était difficile de les comprendre sans faire ce trajet, ou ces trajets, puisqu'il y en a deux. Quels étaient, du point de vue de vos motivations, de vos objectifs de départ, l'idée pour entreprendre quand même deux marches difficiles, et donc j'imagine qu'il faut espérer des choses formidables pour les entreprendre. C'est vrai, mais au départ, ces choses formidables que j'espérais n'étaient pas celles que vous avez dites, Philippe. Initialement, je voulais témoigner de ce que l'on pouvait être profondément heureux en n'ayant pas d'autre priorité, pas d'autre but que de partir à la quête de la beauté. J'ai l'impression que le sens, l'exigence, le besoin de la beauté
a quitté la centralité de notre monde. J'ai écrit il y a longtemps que l'accession à l'émotion esthétique a été à la fois un marqueur très précoce du phénomène de l'humanisation et un amplificateur de l'humanisation. Et j'ai peur que ce décentrage de la place laissée au bonheur ressenti au contact de l'émotion esthétique soit également un danger d'une certaine déshumanisation. Et donc je voulais témoigner de ce que l'on peut être totalement, complètement, intensément heureux en allant à la quête de la beauté. En fait, je vous interromps 2 secondes pour vous dire que Philippe Torreton était là hier et il a eu des phrases assez proches des vôtres en disant « Ceux qui pensent que la beauté, l'art et la culture ne sont pas aussi prioritaires que le reste se trompent absolument. » Il se trompe totalement. Et je me rappelle très bien un jour où j'ai été interpellé dans une conférence que je donnais en chemin, en Saône-et-Loire, par quelqu'un qui m'a dit « Écoutez, Monsieur Kahn, mais voyons donc, est-ce que votre goût de la beauté n'est pas un peu, on va dire, un privilège de bourgeois esthétisants, parisiens, un bobo en quelque sorte. Vous comprenez, nous ici, ce qui nous intéresse, c'est la réalité, la dure réalité. Garder notre emploi, penser à l'avenir. Est-ce que nos enfants trouveront du boulot? Nous, on n'a pas le temps de s'intéresser à votre truc. » Et je lui ai répondu, « Monsieur, je vous comprends bien, mais vous avez tort. Vous avez tort. Je vais vous donner 2 éléments indiquant que vous avez tort. Le premier est personnel. Personne n'est parfait. Il se trouve que dans mon très jeune âge, entre l'âge de 17 ans et l'âge de 34 ans, 17 ans quand même, j'ai été membre du Parti communiste français. Et je me trouvais militer à une cellule des usines Citroën. J'habitais le 15e, hein, je n'étais pas moi-même chaudronnier ou bien métallo, mais j'habitais le 15e. Et mon secrétaire de cellule était un dur de dur. Un jour, il a fallu aller le rechercher alors qu'il vendait l'Humanité Dimanche parce qu'il y avait eu des attaques contre des militants communistes. Il avait mis dans sa musette une mitraillette et donc sa femme, absolument affolée, avait prévenu les gens de la section. Donc vraiment un type extrêmement solide. Avant ou après les réunions de cellules, d'abord, il chantait des heures d'opéra. Il était un connaisseur d'opéra extraordinaire. Et puis, il était un amoureux de Baudelaire, qui le faisait pleurer. Il nous faisait pleurer également. À ce moment-là, de ce temps-là, les syndicats, les mouvements ouvriers, les mouvements laïques avaient une volonté de culture extraordinaire. Il s'agissait de ne pas laisser la culture et l'accession à la beauté à la bourgeoisie, en d'autres termes. Et donc, pour ces gens qui, après avoir mangé le soir, ils avaient tort, c'était une idéologie, on a eu raison de la combattre. Il n'empêche, ils étaient totalement motivés et totalement sincères, se relevaient pour militer, pour refaire le monde. Ils se vivaient comme révolutionnaires. Jamais la quête de la beauté n'a été inutile. C'était au contraire l'un des ressorts qui leur donnait la force nécessaire. Jean Villard, le TNP aussi. Voilà, il y en a énormément d'exemples de cela, énormément. Et le deuxième élément, c'est que si on considère tous les peuples du monde dans l'histoire, les peuples notamment africains, j'ai vécu en Afrique, j'ai dirigé toute la santé d'une préfecture, j'étais médecin-chef d'une préfecture en République centrafricaine. En Afrique, évidemment, avant, et même encore maintenant, les peuples connaissaient beaucoup plus des années de vaches maigres que des années de vaches grasses. Et on pouvait penser que, confronté à cette dureté simplement de survivre, de la même manière, la beauté était un luxe qui n'était pas accessible compte tenu de leur vie. Ce n'est pas vrai du tout. Tous les gens qui connaissent les civilisations africaines savent que quelle que soit la dureté des temps, et c'est vrai en Océanie, c'est vrai partout, jamais la quête de la beauté a cessé d'avoir une certaine centralité. Donc évidemment, une remise en cause de la place de la beauté dans la vie, c'est un danger pour l'humanité. Donc ça, c'était votre point de départ. Et ensuite, vous avez... Ouais, rapidement, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas rester là. Voilà. Parce que dès que je suis parti des Ardennes, j'ai vu, notamment dans les territoires qui jadis avaient été des territoires industrialisés, j'ai vu une telle situation socio-économique, mais également psychologique, avec les conséquences politiques, que l'humaniste que je suis ne pouvait même envisager de détourner un regard gêné de cette dure réalité. Et donc, dès la veille, car je suis arrivé à Givet la veille de mon départ, dès la veille de mon départ, j'ai su que
ce périple, et puis ces périples ensuite, ce serait évidemment ce que j'avais entrepris, c'est-à-dire la quête de la beauté et le témoignage de ce qu'elle m'apporte, mais aussi une analyse aussi en profondeur que je le pouvais de la réalité du pays que je traversais. Alors, vous avez utilisé dans les deux livres une expression, un mot, que j'ai trouvé très, très juste, parce que vous êtes quasiment le seul à l'avoir employé, et en même temps très perturbant, parce que s'il est vrai, c'est assez grave. Vous utilisez le mot de sécession, que vous avez rencontré des Français, quand je dis des Français, ce n'est pas tous les Français bien évidemment, mais quelques Français, en état de sécession par rapport à la vie du pays. Quelle signification vous avez donnée précisément à ce mot, qui est un mot extrêmement lourd, j'imagine que vous ne l'avez pas écrit par hasard. Je ne l'ai pas écrit par hasard, et la première fois que je l'ai prononcé, que j'ai proposé cette analyse, c'est en mai 1913, en quittant, on va dire, la partie nord-est du pays, qui est la première partie de ce que l'on connaît. 2013, vous voulez voilà, dire. 2013, qu'est-ce que j'ai dit ? 1913. 1913, 2013. J'ai eu peur. Oh, peu importe. 2013. Chaque fois que je peux avoir un scientifique, je ne le rate pas. Parce que c'était la première partie de la diagonale du vide. Bien sûr. Et donc, j'ai indiqué que ces populations des zones devenues post-industrielles, totalement déshéritées, avec un chômage toujours supérieur à 22% pour le chômage total catégorie A, avec des minima sociaux représentant 50 à 70% de la population, des petites cités qui avaient perdu en moyenne les 2/3 de leur population par rapport à leur plus grande prospérité industrielle. Les populations étaient tellement habituées à voir tout empirer d'année en année, tellement certaines que l'avenir était encore plus noir, qu'elles étaient arrivées à faire totalement sécession avec tous les discours gestionnaires un peu convenus et habituels des politiques, de Paris naturellement, des autres, du monde, de l'Europe, le grand Satan pour beaucoup d'entre eux. Et cette sécession les amenait à une disponibilité à tous les discours dont le propos était de revenir de manière peu réaliste, de revenir à cet idéal fantasmagorique des temps passés. À côté d'eux, il y avait, notamment en Champagne, à côté des cités post-industrielles ravagées, des cités viticoles encore très très riches, mais la peur du déclassement, la peur de l'avenir, la peur que ce qu'ils voyaient parfois à la télévision, ces agitations des banlieues, ne les concerne également et qu'eux aussi soient balayés, les amenait eux aussi à faire sécession. Et de la même manière, sécession des déshérités, sécession des nantis et sécession également de la campagne, très forte. J'étais hier à parler de la ruralité des territoires devant les maires ruraux et ils m'ont témoigné de cela. Moi, cette sécession rurale, je l'ai vue à travers les propos d'un homme avant Aubusson, à Pérabou, un tout petit village des Combrailles centrales, dans les monts du Quérétois, dans la Creuse, qui me disait... Je prenais mon casse-croûte à midi, un homme d'une 60aine d'années, il s'était assis à côté de moi et s'est mis à m'entreprendre, à m'entretenir. Vous savez, monsieur, me dit-il, il n'y a plus rien, voyez, autour de vous, il n'y a plus rien, naturellement, on doit être 150. Mais quand j'avais 20 ans quand même, c'était bien tout de même d'être à Pérabou. D'abord, dans tous les villages, à Pérabou comme ailleurs, il y avait une fois par semaine, à la belle saison, des fêtes de village. Il y avait des bals, les garçons et les filles, dans cet ensemble, ils se connaissaient, ils s'essayaient. Il y avait des couples, des mariages des fois. Quand l'enfant il naissait, il y avait le bureau de poste, on pouvait annoncer la bonne nouvelle. Et puis quand quelque chose n'allait pas bien, il y avait le docteur et puis il y avait la pharmacie. Au départ, à l'école primaire, il y avait toujours l'école. Quand, après avoir fait le potage de poule, on avait besoin de l'agrémenter d'un peu de tapioca ou de vermicelle, il y avait le magasin. Regardez, monsieur, regardez autour de vous. Il n'y a plus rien de tout cela. Évidemment, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de docteur, il n'y a plus de magasin, il n'y a plus d'école, il n'y a plus de bureau de poste. J'ai besoin d'un paquet de nouilles, je prends ma voiture, si j'en ai une, et je fais 20-25 km sur ces routes totalement folles de ces monts du Guérétois. Comment voulez-vous que cet homme-là, il ne se dise pas que hier quand même si c'est un peu fantasmagorique, je vous l'ai dit, que hier quand même, c'était tout de même moins pire, excusez-moi du terme, moins difficile qu'aujourd'hui et que demain, d'après ce qu'il craignait, que demain soit. Et donc, il y a ce triple phénomène de sécession, et c'est très curieux, vous voyez. Vous avez lu comme moi ces jours-ci
ces dernières semaines, des reportages auprès de candidats aux élections des 6 et des 13 décembre prochains, qui disaient « c'est épouvantable, on a l'impression que personne ne nous écoute, les gens nous écoutent goguenard. Ils se disent, nous on n'en pense pas moins, racontez votre salade, on n'en passe pas moins. On n'a jamais vu ça. » Ce que disent ces candidats, ce qu'ils confirment, c'est que des pans entiers de la population française sont en train de faire sécession. Quand on m'a demandé, un journaliste de la montagne à Aubusson, effondré, mais alors, docteur Kahn, monsieur Kahn, est-ce qu'il n'y a rien à faire pour éviter le phénomène? Je lui ai dit, écoutez, si, il y a quelque chose à faire, mais une chose, le reste est secondaire, le reste est ridicule. Si vous voulez que des pans entiers de la population ne continuent pas de faire sécession, alors tâchez de donner des perspectives de développement économique et culturel au territoire. Seule la possibilité de représenter un avenir désirable pour nous-mêmes et nos enfants, surtout, permettront d'éviter l'aggravation du phénomène. Et ce que je lui ai dit, à ce moment-là, je continue de le penser. Une précision encore, sécession, juste pour que ce soit le plus clair possible, ça veut dire on n'a plus envie de vivre avec vous, de vivre ensemble, ou c'est autre chose? Non, c'est plus sécession dans le sens où je l'ai utilisé. J'ai voulu naturellement que cette sécession, cet isolement, soit perçu. Mais la sécession dont je parle, c'est celle avec le système. C'est celle avec le système, c'est celle avec les élites, c'est celle avec les élus, c'est celle, etc. On est en pleine campagne électorale, donc je vais prononcer aucun mot politique, naturellement. Mais ça correspond au mouvement principal politique que l'on voit dans le pays, évidemment. Et rien n'a changé depuis, juste un mot, mai 2013, je fais attention de ne pas me tromper moi, mai 2013, nous sommes quand même nous sommes en novembre 2015. Voilà. En mai 2014, on a eu les élections européennes, que j'ai commentées également, et qui témoignaient de la justesse. Et aujourd'hui, hier, j'étais donc avec des maires ruraux. Moi, je leur ai parlé des territoires, de la ruralité que j'aime tant et que je connais si bien. Je connais bien ce pays, vous savez. Je connais très bien ce pays. Ben oui. Et donc, ils témoignaient eux aussi. Et tous, quelle que soit leur couleur politique, de gauche, plus à gauche, moins à gauche, gauche de gouvernement, d'opposition, de droite à droite républicaine, etc., tous étaient mortellement inquiets du résultat des prochaines élections. Mortellement inquiets. Alors, on parle de l'enfance pour qu'on puisse suivre votre trajet, Axel Kahn, parce que c'est toujours important de savoir d'où viennent les choses que vous avez déjà dites et que vous avez dit, parce que ça a un sens toujours. Au cours de ce second voyage, c'est ça, vous êtes revenu dans la maison précisément où vous êtes né. C'est-à-dire, tout le monde ne fait pas ça dans sa vie. D'abord parce qu'on est dans les hôpitaux en général. Mais c'est vrai. Non, moi je suis né dans une petite maison derrière le lavoir, dans un très petit village. D'ailleurs, les conditions de ma naissance sont telles que j'aurais pu mourir à la naissance pendu, alors que je ne l'avais pas mérité. Ma maman a accouché le 5 septembre 1944, en pleine débâcle des troupes allemandes qui avaient commis quelques atrocités. Tout le monde se terrait chez soi. Et donc, il y avait, dans ce petit village du sud de la Touraine, aucun médecin et aucune sage-femme. Alors, il y a le facteur qui a été du petit Pressigny où je suis né au Grand Pressigny, qui est beaucoup plus grand, le double d'habitants, 1000 habitants, où il y a une sage-femme, mais elle ne voulait absolument pas venir, absolument pas. Il a fini par la convaincre, donc il l'a mis sur le cadre de son vélo, et tous les deux sont revenus comme cela. Et la sage-femme est entrée, la Parisienne, là, venait d'accoucher, il y avait l'enfant qui pendait entre ses cuisses, qui était tout bleu, en tirant la langue, avec une double circulaire du cordon autour du cou. Alors, elle s'est précipitée, et d'un coup de paire de ciseaux salvateur, elle m'a donné vie. Formidable. Effectivement, après une telle aventure, ça mérite qu'on y retourne dans cette maison. Je peux vous demander de lire ce passage-là, parce que c'est donc... vous étiez jamais revenu entre-temps? Si, je n'ai jamais quitté le lien avec le petit Pressigny. Non, mais la maison. Ah, cette maison, j'y suis rarement revenu. Il y a deux maisons d'ailleurs. Il y a la maison où je suis né,
La fille de la maison de 17 ans était ma marraine d'ailleurs. J'étais revenu en fait. Et puis à la maison où j'ai grandi, car je suis resté dans ce petit village à la garde d'une paysanne très pauvre, une femme d'une quarantaine d'années, donc nourrice sèche, paysanne très pauvre, qui m'a totalement élevé les 5 premières années de ma vie. Je voyais très rarement mes parents, très rarement mes frères, Olivier et Jean-François. Voilà, donc je suis un petit pecno, quoi. Hein. Voilà. Très bien. Alors, comme le maître Philippe me l'a demandé, je fais la lecture. Outre la visite, toujours un peu ému hier, en arrivant à la maison où je suis né et à celle où j'ai passé, heureux, les 5 premières années de ma vie, la reconnaissance des lieux auxquels remontent mes premiers souvenirs, mon cheminement de marcheur lui-même, conduit à un retour sur celui de ma vie et à l'évocation de la route qu'il me reste à parcourir. Innombrables sont les images, les sons, les odeurs et, de façon plus générale, les sensations, même fugitives, qui renvoient à un souvenir plus ou moins profondément enfoui dans ma mémoire, qui sollicitent et amènent, en pleine conscience, des représentations mentales dont la netteté me surprend souvent. Tout s'enchaîne alors, une pensée en appelle une autre. Une scène se complète dans l'esprit pour devenir une séquence, un spectacle, une tranche d'existence, presque une existence entière. Je suis allé revoir la terrasse sur le devant de la maison où nous habitions, dans la partie haute du village. L'image du garçonnet, cramponné là aux jupes de cette femme et hurlant « Maman nounou, je ne veux pas te quitter !» arraché pourtant, s'est imposé d'un coup, avec la netteté que j'ai dite. Après le départ de notre père et du frère aîné de la maison familiale, Olivier et moi sommes demeurés chez notre mère. Avons partagé les mêmes longs séjours d'été dans le Médoc avec la Moselle. Bien entendu, les spectacles beaux que je contemple, les joies que j'en éprouve, l'impression de bonheur qui en émerge, sollicitent d'autres visions heureuses. Mes rêves, mes amours, mes enfants, mes succès. Et ainsi de suite, sans fin. C'est bien par touches colorées successives que se reconstitue le tableau impressionniste d'une existence. Je sais pas, moi je suis touché par le fait qu'un scientifique comme vous, qui avez passé votre vie avec des... bon, c'est vrai que vous êtes médecin aussi, donc proche des malades, mais de voir combien l'émotion fait partie d'une vie, même quand on a une vie scientifique, et combien, j'étais étonné de voir combien la vision de la maison d'enfance a fait revenir toute votre vie en entier. C'est quand même... C'est de la Madeleine de Proust. Hein. Ouais. Voilà, c'est de la Madeleine de Proust. Et quand vous marchez comme cela, le syndrome de la Madeleine de Proust, qui fait revenir tous ces souvenirs perdus, se manifeste à tout moment. Je me rappelle être passé au plus fort de la fenaison, du fanage en particulier, avec l'odeur très forte des foins. Moins qu'avant, parce que maintenant le fanage, il est mécanique. Naturellement, il n'est plus manuel, oui, comme je l'ai fait réellement moi-même. Mais cette odeur forte du foin que l'on remue, chauffée par le soleil, a également présenté à mes yeux, ébloui, un peu nostalgique forcément, tous des moments de ma vie, tous les moments de ma vie. Il faut aller les chercher, ces souvenirs. Pensez que c'est... Ils viennent tout seuls. Ils viennent tout seuls. Ils viennent, notamment, je me rappelle, quand j'avais 14 ans, j'étais plus grand, c'était dans le Médoc, on ramenait la charrette pleine de foin et j'étais avec un grand camarade qui avait 18-19 ans. C'était un cheval qui menait la charrette. Et puis quand on passait devant une certaine fenêtre d'une certaine maison où il y avait une Parisienne, le jeune homme s'arrêtait car il rentrait chez la Parisienne par la fenêtre. Et là, il me disait, bon, tu te débrouilleras, tu ramènes la charrette à la maison. Que voulez-vous? L'odeur du foin, ça m'en a évoqué d'autres des odeurs. Hein. Vous imaginiez ce choc, ce retour vous l'aviez prévu ou bien vous avez été débordé par
le flot des images et de... Pas débordé, si vous voulez, mais j'aimerais que tous les gens qui ont le désir et la possibilité de le faire s'essaient à une expérience comme la mienne. Parce que j'en ai pris dans ma besace des souvenirs pour plus que je n'ai encore à vivre. Je pourrais vivre maintenant 4 fois plus longtemps sans que jamais le souvenir ne s'en dissipe. Et ces souvenirs multiples. Je peux parler d'ailleurs de ces 4000 kilomètres de 1000 manières. J'en parle à travers ces évocations, le syndrome de Madeleine de Proust, la rencontre du sublime, également des moments d'incroyable émotion, ou bien l'analyse de la situation du pays, des rencontres drôlatiques, mais aussi l'histoire du pays, car le marcheur au long cours dans le pays marche non seulement sur les chemins de France, dans la beauté, mais aussi dans l'histoire. Votre enfance a défini, ça a tracé des lignes de vie? Je vais couper le sifflet à mon truc, veuillez m'excuser, je suis arrivé très tôt. D'habitude, je le fais avant d'entrer en scène, mais là, je n'ai pas eu le temps. Voilà. C'est vrai que vous êtes arrivé chez nous encore essoufflé. Votre jeunesse, votre enfance, ça définit des lignes de vie pour vous ou pas? Oui, plusieurs en fait. Premièrement, cette vie et cette jeunesse à la campagne a fait que pour moi, le monde naturel est celui de la campagne. Le monde naturel est celui où on est réveillé très tôt par un coq, et quand le coq ne chante pas, de toute façon on se réveille parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est celui où il y a des déjections animales sur les chemins creux. C'est celui où très rapidement, au bout d'une centaine de mètres, on est en pleine nature, où il n'y a plus de Même maison. dans une vie d'études comme la vôtre. Absolument. Et une des raisons pour lesquelles toute ma vie j'ai marché, c'est que j'ai eu besoin de me replonger dans un univers très proche de cet univers enchanté de mon enfance, dès que je le pouvais. Je ne pouvais supporter le béton et l'atmosphère de l'université, de la ville, du laboratoire aussi, tous les voyages d'un chercheur international à l'étranger. Je ne pouvais le faire qu'en ménageant plusieurs semaines chaque année où je marchais dans la montagne le plus souvent, mais où j'allais vraiment à la campagne. Ça, c'est un premier point. Un autre élément fondamental, c'est que les conditions de la mort de mon père, quand j'avais 26 ans, j'étais plus jeune, et son l'injonction dans la dernière lettre, les derniers mots que de sa vie il est écrit, mon fils, sois raisonnable et humain, vous l'imaginez bien, ça a été un fanal qui jamais ne s'est éteint tout au long de ma vie, puisque chaque fois que j'agissais, je décidais, je me demandais qu'est-ce que Jean Kahn, mon père, en eût pensé. Eût-il considéré en la matière que je me comportais de manière raisonnable et humaine? On est chacun d'entre nous ses joies, ses amours et ses deuils. Et je suis mes joies, mes amours et mes deuils. Et pas un jour ne s'est passé sans que la réflexion s'instaure chez vous de savoir si vous alliez agir conformément à l'injonction reçue? Ça, c'est tout à fait constant. Et voyez, je vais vous décrire, c'est très singulier cela. C'était, je ne sais pas, 4-5 ans après la mort de mon père. Je me trouvais sur la crête des Statues, qui est une portion de la partie sud du GR20, la grande route qui traverse la Corse. Le temps était formidable, le paysage extraordinaire, à la fois minéral, mais également avec des torrents, avec ce que vous pouvez imaginer. Et l'émotion esthétique m'a saisi, et en même temps que l'émotion esthétique, le malheur, l'effondrement de ce que mon papa ne puisse pas partager la vision de cette beauté et ne puisse pas en éprouver les sentiments que j'en éprouvais. Et je me le rappelle très bien, alors je me suis mis à pleurer, mais à pleurer. Et pour ne pas être ridicule, j'étais pas seul, j'étais avec un groupe d'amis. J'ai toujours marché très vite, je suis un assez redoutable marcheur. Je me suis mis à rallonger le pas et pratiquement sprinter jusqu'au sommet du mont, ça devait être le mont Incudine en Corse, après la crête des Statues, où je suis arrivé ayant versé toutes les larmes de mon corps. Vous voyez, je suis aussi comme cela, oui. C'est important, vous savez, parce qu'on pourrait dire la Pousse-Terre les cherche. Non, c'est important de voir des gens comme vous, de savoir qu'ils vivent comme ça. Voilà. Parce que
ça fait partie de la solidarité entre nous, mais de la solidarité avec voilà, un monde, d'autres, tous ceux qui nous ont précédés. Et de voir que des gens qui ont accès à toutes les connaissances puissent dire cette espèce d'attachement beaucoup plus bouleversant que toutes les connaissances qu'on peut avoir, c'est important de le connaître. Mais vous savez, alors on est divers, chaque homme est d'une incroyable diversité. Mais cette diversité n'est pas brisure, elle n'est pas éclatement, ou alors on parle de schizophrénie, et c'est une maladie mentale. Ce que je veux dire par là, c'est que le médecin, dans sa relation avec... J'ai fait en plus de la médecine difficile, cancérologie, hématologie, réanimation lourde. Le médecin, dans son contact avec le patient, vibre en permanence. Alors, il ne doit pas se laisser aller à l'émotion, jamais. Car si jamais il échoue et qu'il perd son malade, il faut qu'il soit encore pleinement performant pour celui qui est encore là. Pensez aux médecins qui sont intervenus le 13 novembre. Évidemment, s'ils étaient effondrés au premier mort, ils n'auraient pas été très efficaces. Il n'empêche qu'on vibre profondément. Le chercheur est ébloui par la beauté de la voix qu'il vient de dégager lorsqu'il ferait une vraie découverte. Et l'intensité du plaisir, je l'ai comparé souvent à l'intensité d'un orgasme sexuel, avant de me reprendre en disant « j'ai eu bien plus d'orgasme sexuel que scientifique, en réalité. » Et les larmes, c'est quoi? C'est l'émotion pure, en fait. C'est pas la tristesse, c'est ça que je veux dire. Non, c'est pas du tout la tristesse. C'est un phénomène singulier, car vous pensez bien que... Mais vous, comme médecin, cancérologue, j'imagine que... Voilà, j'ai appris « je ne pleure plus jamais ». Je m'apitoie, je suis extrêmement solidaire. Mais vous pensez bien que je ne pleure plus jamais devant la douleur humaine, car c'est mon métier, ça a été vraiment mon quotidien. Et je pleure devant l'excès de la beauté, parce qu'il y a des moments où, en effet, j'ai l'impression que c'est trop, et qu'il n'est pas possible, sur le moment, d'être plus intensément heureux qu'on ne l'est à ce moment précis. À ce moment précis. Et ça, en effet, ça me fait pleurer. D'ailleurs, vous avez quelques pages dans le livre sur la vallée des peintres à ce sujet. Alors, je voudrais passer à un autre chapitre de ce livre, qui est personnel chez vous aussi. Vous êtes sur les hauteurs de Menton. C'est la fin du second voyage. 4000 km dans les jambes. Et d'un coup, vous êtes face à une interrogation. Dois-je descendre? Je vous demanderai là aussi de lire les lignes que vous avez écrites sur ce moment si particulier de vos deux voyages. Donc je commence où? Pourquoi descendre? Qu'est-ce qui m'attend qui en vaille la peine en bas? Comment supporter cette réimmersion dans la folie d'un monde qui n'apprend rien, jamais, au moins en ce qui concerne les démons de l'âme humaine? Voyez entre nous, après les événements que nous venons de vivre, que je n'avais pas tort, hein. L'argent insolent et tout-puissant qui règne partout en maître et dont la Riviera offre une paroxystique illustration est une donnée avec laquelle il faut bien vivre, mais il ne recèle aucune beauté. De façon générale, les joies qu'il me reste à connaître en bas risquent de m'apparaître de plus en plus faibles en regard de celles que j'ai vécues. Le flot du bonheur possible s'est déjà largement écoulé. En un mot, ce sera moi en bas, avec mon âge et ma vie. Tandis qu'ici, en haut, je suis encore jeune, presque invulnérable. J'ai surmonté tous les obstacles. Je me suis rassasié d'efforts, de beauté, de rencontres. À nouveau, j'ai été heureux. Et alors, on se dit évidemment, il ne triche pas. Quelle a été l'hésitation qui a été la vôtre?
Alors, D'abord, est-ce que c'est une vraie hésitation ou bien vous saviez qu'au bout du compte, vous alliez descendre? en fait, ce dont je rends compte est réel. Et ça a été l'une des épreuves très significatives, très sensibles de ce voyage entre deux mers, qui a été par ailleurs physiquement très éprouvant et très difficile. Il se trouve que dans le premier voyage, j'avais indiqué que le dialogue intérieur était un dialogue entre moi et ce jeu qui est un autre, dont parle Rimbaud, puisque j'étais parti des Ardennes, dont son pays d'origine, sa région Rimbaud et d'origine. l'Enfant terrible. Bien sûr. En 2014, je suis cavalier, pas simplement marcheur. Là, on m'avait remis en tant que cavalier une peluche qui était la mascotte des Jeux équestres mondiaux. Et je me suis baladé avec cette peluche, que j'avais rebaptisée, car j'aime de loin mieux la féminité du monde que sa masculinité. Je l'avais baptisée ma princesse mascotte. Et j'ai continué le dialogue intérieur de la première diagonale, mais cette fois-ci en imaginant que c'était entre deux parties de moi-même, le vieux bonhomme déjà des fois bougonnant, dont les genoux étaient un tout petit peu en capilotade, qui s'est démis l'épaule, qui a eu beaucoup de difficultés par moments, et puis un autre moi, personnalisé par ma peluche, Juvénile. en quelque sorte, juvénile, souriant, optimiste, etc. Le meilleur de moi-même, mon côté féminin, me semble-t-il. Et donc, j'ai poursuivi ce dialogue intérieur avec cette princesse mascotte. Et il me semble que ma princesse mascotte m'interroge pour me demander ce que j'ai à faire en bas. Et c'est la raison pour laquelle, au lieu de descendre, je vais en Ligurie, je vais droit vers l'est, et je monte tant que je peux monter jusqu'au point culminant de la région qui s'appelle le Grand Mont, le Gramondo. Et là, je m'arrête et j'attends et je réfléchis, et j'ai des pensées pas très gaies, assez sombres. Pendant que j'ai ces pensées noires, le ciel noircit lui aussi. La brume de mer est bloquée par la montagne, ça arrive souvent, à cet endroit-là, bah oui. voilà. Très brumeux. Tout à fait, et puis l'orage s'annonce, et j'ai l'idée, j'en parle pas dans le livre, mais j'ai vraiment l'idée que peut-être l'orage va être inauguré par un éclair fulgurant qui sera pour moi, qui me foudroiera. Et je me dis, ce sera là une fin assez élégante, et de cet itinéraire géographique, je suis quasiment au point d'arrivée, là, ça ne me stoppera pas, et aussi de l'itinéraire d'une vie. De fait, l'orage éclate, il y a des éclairs qui fulgurent partout, mais à côté. Et alors j'ai l'impression que ma voix intérieure, qui se manifeste par ma mascotte, par ma princesse, me dit, écoute Axel, peut-être va-t-il falloir quand même que nous redescendions. Je vois l'état d'esprit dans lequel tu es. Je vois que tu as peur de rencontrer ce vieux bonhomme, toi, en bas. Mais regarde-moi, quand tu seras à Menton, tu prendras le TGV, tu seras à Paris, tu vas me décrocher de ton sac, tu me mettras sur une commode, et ça sera fini. Mais où serais-je? Je n'aurais pas disparu quand même. Je t'aurais réintégré. De toute façon, tu es moi, je suis toi. Je t'aurais totalement réintégré. Regarde-moi. Je suis jeune, je suis belle, je suis souriante. Pour moi, la notion de lendemain qui chante existe encore. Eh bien, tu sais, Axel, je ne te quitterai pas. Et alors, je suis redescendu. Ça veut dire que l'autre a triomphé du moi. Ça veut Puisque dire que, moi, heureusement, je est un autre. Voilà, ça veut dire que je est un autre et que cet autre est prêt à m'aider. Vous ne regrettez pas d'être venu parmi nous? Non, puisque je suis là à Pau. Un mot sur... on a juste 2-3 minutes pour finir, mais un mot sur l'enfance, les gens qui sont nés récemment et qui vivent le monde d'aujourd'hui. Donc un mot sur le pessimisme généralisé des Français, en tout cas jusqu'à présent. L'idée qu'ils ont dans la tête, la majorité, puisque plus personne ne le nie, que demain sera moins bien qu'aujourd'hui et moins bien qu'hier, a fortiori. Les enfants qui comprennent tout savent ça, vivent avec cette idée-là, qui est, même si elle n'est pas dite, ils la ressentent. Est-ce que, là je m'adresse à la personne habituée, à parler à des enfants et à parler à d'autres, et deux, sur ce sujet essentiel,
qu'est-ce qu'il faut faire quand même pour éviter que les enfants, dès le plus jeune âge, soient contaminés par le pessimisme ambiant, même si le pessimisme a peut-être quelques raisons d'être? Déjà, ce qui est absolument indispensable, c'est de revisiter et de réinventer la notion de progrès. Jadis, toutes les femmes et tous les hommes, entre le XVIIIe et, on va dire, la fin du XXe siècle, étaient persuadés que le progrès scientifique, technique et des connaissances économiques était, bon an, mal an, avec des hauts et des bas, une garantie, une certitude de progrès des conditions d'épanouissement pour l'homme, d'amélioration tendancielle du bonheur humain. Aujourd'hui, les femmes et les hommes ont cessé de penser cela. Ils sont certains que le progrès scientifique et technique va continuer. Et est-ce qu'il est une garantie assurée d'amélioration du bonheur humain? Ça, ils n'en sont pas sûrs. En réalité, quand on y réfléchit, si on se fixe comme projet, si on fixe à l'action individuelle et surtout à l'action collective, à l'action au sens étymologique du terme, la vie de la cité, l'action collective, à l'action politique, le but d'utiliser toutes les connaissances, tous les savoirs, toutes les techniques, toutes les richesses qui en découlent, pour améliorer les conditions d'épanouissement, naturellement, on le peut. Mais il y faut du volontarisme. Il faut le vouloir. Il faut s'en fixer réellement l'objectif. La question principale est de savoir si dans les projets humains, on saura remettre à la place que jamais il n'aurait dû quitter la notion de l'humanité. Est-ce que, notamment dans le domaine économique, est-ce que l'on va persister à faire de l'homme le moyen de l'économie ou de l'économie le moyen d'amélioration du sort de l'homme? Voilà. Le grand défi pour l'avenir, c'est celui-là. Le pire n'est pas certain, il faut tout de même se remonter les manches. C'est vrai, mais vous avez raison, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Mais ce qui manque peut-être, c'est qu'on nous dise les 2 ou 3 marches qu'il faut franchir pour y arriver, parce que sur l'objectif, personne ne peut contester. Mais il manque parfois l'idée des moyens qui pourraient permettre d'accéder. Oui, je vais vous dire pourquoi. Je connais bien le monde politique. Vous savez que je le connais bien. Ils vous connaissent aussi. Et ils me connaissent aussi. Aujourd'hui, les dirigeants politiques, outre, on va dire, ce qui est du domaine de la poursuite du destin individuel, qui devient un peu trop grand en proportion, tout le monde étant d'accord qu'il n'y a pas grand-chose à faire, évidemment, plus rien n'a d'importance que le destin individuel. C'est dommage. Mais quand, néanmoins, il y a des gens qui dépassent cela, en règle générale, nos responsables sont tellement, et heureusement, tellement conscients de la réalité et de la difficulté des contraintes européennes, mondiales, économiques, qui pèsent sur nous, que ces personnes pensent à la manière de surmonter ces difficultés. En elles-mêmes, elles sont incapables de penser vraiment à un avenir lumineux et différent, accueillant pour nous et nos petits-enfants. Alors comment voulez-vous que ces personnes qui ont perdu la capacité de le penser puissent en faire rêver la population? Ce qu'il faut, c'est évidemment sans du tout réintroduire l'idéologie, dans la dure réalité, c'est être capable néanmoins, en disant que ce sera difficile, mais que c'est possible, de réenchanter l'avenir. Il n'y a pas d'action politique sans aussi la dimension du rêve. Elle n'existe pas. Et au niveau personnel de chacun d'entre nous? Alors, au niveau personnel, j'ai un message, naturellement. J'ai été le parrain de presque toutes les grandes promotions des grandes écoles. Polytechnique centrale, les écoles de commerce, etc., etc. L'agro. Et le message constant que j'envoyais aux jeunes, c'est progressivement, on vous persuade et vous vous laissez persuader qu'il n'y a pas grand-chose à faire. L'économie, les gènes, les circonstances font que la seule chose qu'il y a à faire, ma foi, c'est vous occuper de vous. C'est votre
surface personnelle. C'est votre développement personnel. Vous savez combien je déteste cette notion que je trouve absolument ridicule et égotiste et vulgaire. Peu importe. Je leur disais, il n'en est rien, ne croyez pas cela. L'avenir n'est pas écrit. L'avenir n'est pas écrit. Tout n'est pas possible. Mais osez vouloir, osez vouloir, osez vouloir. Si vous ne voulez pas, rien ne sera fait. Si vous osez vouloir, alors l'avenir est ouvert. Écrivez-le. Voilà le message. Ben, je ne sais pas à vous, mais nous, on est contents que vous soyez redescendus de cette montagne au-dessus de Menton. Et on avait prévu de parler voilà, des nouveautés scientifiques, etc., qui nous attendent. Et puis en cours de route, en chemin, comme dirait Axel Kahn, on a changé. Et on est resté sur des terrains plus personnels, plus liés à l'enfance, plus liés à ce qu'est la réflexion d'un homme. Et j'ai trouvé que c'était bien, peut-être pour nous tous, j'ai pris la décision sans vous consulter, mais c'est intéressant de voir quelqu'un de l'intelligence, de la pugnacité d'Axel Kahn, de voir ses hésitations, ses doutes. Personne n'échappe aux doutes. Et puis le message final qui, comme l'autre lui a parlé pour le persuader de redescendre, ce message-là, c'est il faut retrousser les manches et il faut faire quelque chose quand même. Hein. Sinon, c'est pas bien pour les autres, c'est pas bien pour nos enfants et c'est bon pour personne. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. J'espère que vous avez pris plaisir à écouter Axel Kahn. Il va vous rencontrer maintenant un à un en signant ses livres et je vous remercie encore d'avoir été là. Et Axel, merci beaucoup. Merci Philippe.